messieurs, merci de nous retrouver dans le cadre 19h45 sur votre chaîne de télévision. À la une de l'actualité ce dimanche, les régionales 2020 et les grands électeurs que sont les conseillers municipaux se préparent pour se rendre dans les urnes le 6 décembre 2020 pour élire les tout premiers conseillers régionaux qu'est connu le triangle national au Cameroun. À cet effet, plusieurs grands conseillers municipaux, on va le dire, s'activent pour se préparer pour faire carton plein. C'est l'objectif visé par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui a battu campagne dans le Vouri 2. Et justement, le président de la commission départementale de la campagne du RDPC Vouri 2, et quel honorable Abedo Collins, était en tournée cet après-midi aux côtés des conseillers municipaux qui vont donc élire les tout premiers conseillers régionaux. Les précisions dans ce reportage de Jean-Germain Yenna et Patrice Foucault. Vouri 2, plus que jamais bastion politique fort du RDPC dans la région du littoral, et le président de la commission départementale de la campagne du RDPC dans cette circonscription politique l'a encore compris cet après-midi du dimanche 29 novembre 2020 à l'occasion du lancement officiel de la campagne électorale en vue des élections des conseillers régionaux prévues le 6 décembre prochain. Vouri 2, nous n'avons pas de souci à Vouri 2, mais il était normal qu'on puisse échanger avec les camarades de Vouri 2 pour un peu leur expliquer aussi la philosophie, tout ce qui sous-tend cette décentralisation, qu'est-ce qu'il y a cette décentralisation par rapport aux populations. C'était surtout ça l'objet de notre passage ici aujourd'hui, mais quant à l'élection proprement dit, à Vouri 2, comme on le dit communément, il n'y aura pas match. Nos troupes sont, comme vous l'avez vu, mobilisées et n'attendent que le 6 décembre pour aller à l'assaut des urnes. Et au menu de cet échange, l'explication de fond en comble de la loi sur la décentralisation aux 41 conseillers municipaux acquis à la cause du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ici, c'est la chapelle RDPC, donc ils sont venus juste pour une visite. Et nous leur avons promis de leur donner les 41 voix, donc ça ne se discute pas. Je ne vois pas pourquoi on doit encore faire campagne à Douala 2. La différence, c'est que Douala 2 n'attend pas le jour J pour nourrir la poule. Douala 2 est permanemment en chantier, au travail. Donc l'une élection se gagne avant, on la prépare avant, pendant et après. Donc ces trois étapes-là, on les a déjà préparées, d'ailleurs les municipales. C'est pour cela que notre conseil municipal est homogène. Nous avions donc 41 voix sûres. Et il nous reste tout simplement à attendre le 6 novembre pour venir faire notre travail. Ça veut dire que voter les listes du RDPC à 100%. Voilà ce qui nous reste. C'est donc un grand moment de l'histoire que s'apprête à écrire l'électorat, mieux les grands électeurs de Vouri 2, afin que le processus de décentralisation, qui est le développement local, soit définitivement une réalité dans cette circonscription politique. Il a choisi le RDPC pour l'IAP de la démocratie. Restons dans la région du littoral, mais cette fois-ci nous prenons la direction d'une CAM pour parler de l'exécutif municipal qui est désormais installé, qui a pris ses fonctions. Il est question pour le maire et ses adjoints de participer au développement de cette localité administrative, mais surtout l'épanouissement des populations. C'est ce qui ressort des différentes fonctions, missions qui a été administrées à ces derniers. Reportage de Jean-Germain Yenna. L'arrondissement de Kondjok dans le département du Cam, région du littoral, a maille à partie avec son développement. Longtemps piloté par le parti au pouvoir, cette circonscription administrative, qui a vu le jour en 1950, n'a jamais connu son éclosion, tant souhaitée par la grande élite de Kondjok et sa population en général. Je ne peux pas vous citer ce que nous avons mis à la disposition des populations. Comme le dit de coutume, je pense qu'avec Sofocam, la mairie de Kondjok ira plus loin. Et comme le maire l'a si bien dit, nous avons un partenariat de 25 ans. En 25 ans, j'espère que Kondjok sera développé avec du goudron, de l'eau potable et de l'énergie solaire.
est désormais entre les mains du PCRN, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Depuis la dernière élection municipale, avec à la tête de l'exécutif municipal, le Dr Lombat Dibak Alexis Sej, l'arrondissement de Kondjok revêt progressivement un visage mieux reluisant. Société, pour moi, je l'ai dit, c'est de pouvoir construire une ville, et cela passe par la carrière de sable, qui est le premier projet qui sera mis en place en 2021. D'accord, on va créer une route pour aller chercher la carrière de sable pour pouvoir développer cette ville-là. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Tous les autres projets gravitent autour du développement de cette carrière-là. À l'occasion de l'installation officielle du nouvel exécutif municipal de la commune d'arrondissement de Kondjok, elles sont sorties nombreuses, les populations de cette localité, pour porter au firmament celui qu'elles ont qualifié de l'homme de la situation. La décentralisation prend la vitesse et je pense que comme d'ici le 6 décembre, on va compléter avec les élections des conseils régionaux. Je pense qu'il suffit seulement que les maires soient vraiment outillés et avoir vraiment la capacité pour pouvoir gérer cette décentralisation. Parce que vous savez, la cérémonie d'aujourd'hui devait se passer depuis avril, mais pour cause du coronavirus, on a pu reporter. Et il est temps pour qu'ils prennent justement une installation officielle et pour pouvoir travailler en plein temps. On est fierté d'appartenir à une communauté qui sait faire le changement. Aujourd'hui, c'est une réalité. On est passé effectivement à l'installation du maire, donc c'est une réalité et il faut juste se mettre au travail pour pouvoir donner un peu de bonheur à la population. C'était en présence du président national du PCRN, l'honorable Cabral Libilingue. Le changement est en marche. C'est justement lorsqu'on commence à briser les mythes que l'on perçoit le vrai visage du changement. Et au-delà du brisement d'un mythe, il y a autre chose qu'on va briser en Kondjok. Kondjok va cesser d'être la commune laissée pour compte. Kondjok va cesser d'être la commune anonyme, pour passer aussi sous les feux de la rampe. Grâce à l'entrain, au dynamisme de l'équipe de 25 personnes qui a été constituée ici, nous nous y mettrons tous au PCRN pour que Kondjok devienne aussi un lieu de refuge, de référence au Cameroun. Pour que Kondjok sorte de l'oubli vers l'attractivité. Et on y travaillera, croyez-nous. Le nouvel exécutif municipal, désormais en fonction, il ne reste qu'à l'équipe du maire, le Dr Lombat Dibak Alexis Sej, de mouiller véritablement le maillot et de passer des promesses de la campagne aux réalisations sur le terrain. Et notre équipe de l'exécutif municipal qui a déjà pris fonction et qui passe aux réalisations, c'est celle de la commune de Pété-Bandjoun dans l'ouest du pays. Et celle-ci d'ailleurs, avec l'exécutif municipal, notamment le maire et ses adjoints, ont assisté à un atelier de formation sur la décentralisation, alors que dans quelques jours, ces conseillers municipaux iront élire les nouveaux conseillers régionaux. Il était question durant cet atelier de revenir sur l'essentiel même de la décentralisation, en quoi consiste, mais surtout l'usage fait auprès des concitoyens. Les précisions dans ce reportage d'Ebe Kwamo, notre correspondant depuis la ville de Bafoussam. Gouvernance territoriale et performance dans l'action locale, rôle des organes dirigeants locaux, c'est le thème qui a servi de fil conducteur aux travaux d'imprégnation des conseillers municipaux de la commune de Pété-Bandjoun, 9 mois après leur entrée en fonction. Il a été question pour les experts de la décentralisation à travers des exposés d'édifier chaque organe dirigeant de la commune, à savoir les membres de l'exécutif municipal et ceux de l'organe délibérant sur leur rôle respectif dans la gestion de la commune de manière à ce que chaque conseiller municipal s'implique davantage dans la vie de la commune et dans la mobilisation citoyenne pour mener les actions de développement économique, social et culturel. Aussi, les conseillers municipaux ont reçu les outils nécessaires pour une meilleure compréhension de la décentralisation
en cours dans notre pays afin d'exercer efficacement les compétences transférées par l'État aux communes. Les sujets liés à la bonne gouvernance, des propositions ont été faites dans le sens d'améliorer la gouvernance au niveau de la commune de Pété Banjoun, en impliquant bien sûr les conseils municipaux qui ont une responsabilité importante auprès de la population, en incitant un travail de collaboration entre l'exécutif municipal ainsi que les conseillers municipaux, en incitant une approche nouvelle au niveau de la population, c'est-à-dire en travaillant de manière conjointe et de façon beaucoup plus rapprochée de la population. Occasion pour le préfet du département du Nkonki, autorité de tutelle, de rappeler aux conseillers municipaux qu'ils sont chacun, en ce qui concerne, les représentants du maire dans les localités administratives et doivent par conséquent être des relais auprès des populations. Au sortir de cette formation du jour, les uns et les autres soient capables de dire aux concitoyens qu'est-ce que c'est que la décentralisation, quelles sont les attentes de la décentralisation en général et quels sont les objectifs que la commune de Pété Banjoun s'est fixés. Par rapport à tout cela, nous avons indiqué d'ailleurs qu'ils ne peuvent véritablement affronter les défis de développement local que eux-mêmes ils sont formés. Et que s'ils ne sont pas formés, il leur sera difficile d'interagir avec les nouveaux fonctionnaires ici donc de la fonction publique municipale qui sont en train d'être formés par l'État. Il leur sera difficile de leur donner les orientations qu'il faudra, des orientations appropriées de nature à assurer le développement de leurs concitoyens. Travail en synergie entre l'exécutif municipal et l'organe délibérant en vue d'améliorer le cadre et conditions de vie des populations dont ils ont la charge et entre autres les recommandations adoptées au terme des échanges. Et nous prenons la direction de Yaoundé, la ville aux 7 collines qui abrite désormais le siège de la Direction générale des impôts du ministère des Finances. Une inauguration qui s'est faite en début de week-end, présidée par plusieurs autorités administratives, notamment le Premier ministre Joseph Diangoté. Et nos reporters correspondants depuis la ville de Yaoundé ont assisté à cette inauguration. Voici le compte rendu de Denis Sebele et Bertrand Angoula. Pour être les témoins privilégiés, un joyeux architectural futuriste positionné au cœur de la cité capitale. Il s'agit bel et bien de l'immeuble siège de la Direction générale des impôts du ministère des Finances. Le Premier ministre chef du gouvernement a procédé à l'inauguration ce vendredi 27 novembre 2020. Il s'est réuni à laquelle prenaient part les autres membres du gouvernement et les autorités de la ville de Yaoundé. Cet édifice public moderne vient embellir la ville. Le Premier ministre en a appelé à la responsabilité du maire de Yaoundé. Il est temps que la capitale de notre pays cesse de donner l'image d'un dépotoir assis à l'ouvert avec des constructions anarchiques, des voiries dégradées, une insalubrité rampante. Il s'agit en effet d'un vaste réseau de structures, constitué de 14 centres régionaux des impôts, avec la particularité que la région du centre et du littoral soient subdivisées chacune en 3 centres régionaux du fait de leur potentiel fiscal important. Cet immeuble modèle participe donc de la matérialisation des réformes en cours au sein de l'administration fiscale. Le retour au télépaiement des impôts et taxes, le paiement par téléphone mobile constituent quelques illustrations. D'autres chantiers sont annoncés dans le champ de la dématérialisation et de la simplification des procédures fiscales. Véritable matérialisation de l'engagement de l'État. Jamais démenti en faveur de la consolidation de nos finances publiques, gage de la matérialisation concrète de la vision du chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, pour un Cameroun émergent à l'horizon 2035. Je suis convaincu que mes collaborateurs et moi allons tirer le plus grand profit de cet immeuble pour non seulement améliorer les performances de notre administration, mais également améliorer la qualité de service rendu aux usagers. La collecte des recettes affectées aux collectivités locales
a connu une évolution soutenue entre 2010 et 2019. 52,4 milliards en 2010, 168,5 milliards de francs CFA en 2019. L'amélioration des conditions de travail du personnel constitue à n'en point douter un argument de taille qui va booster davantage le rendement de la DGI. Cette initiative doit s'étendre aux unités opérationnelles. Et toujours en économie, parlons cette fois-ci de l'appel d'offres relatif à l'importation de 120 000 tonnes du gaz liquéfié, communément appelé gaz domestique. Et on parle justement d'un gaz communément appelé gaz domestique, voilà, que vient de lancer le président de la commission ad hoc chargée des importations des produits pétroliers. Les précisions de Jean-Marie Onambele. Pour couvrir ses besoins, en 2021, le Cameroun se prépare à importer 120 000 tonnes métriques de gaz domestique. Le président de la commission ad hoc chargée des importations des produits pétroliers vient de publier un communiqué informant les sociétés pétrolières agréées dans le domaine du lancement d'un appel d'offres relatif à l'importation de 120 000 tonnes métriques de gaz de pétrole liquéfié, communément appelé gaz domestique. Cette quantité de gaz de pétrole liquéfié en cours d'importation est en augmentation de 5 000 tonnes métriques par rapport à la quantité autorisée en 2009. Cette année-là, le Cameroun avait lancé un marché similaire pour acheter 105 000 tonnes métriques. Selon le président du comité ad hoc, les 120 000 tonnes métriques en passe d'être commandées à l'étranger visent à couvrir les besoins de consommation du pays au cours de l'exercice 2021. L'importation se verra en 3 lots, un lot de 60 000 tonnes métriques, un deuxième lot de 35 000 tonnes métriques et un dernier lot de 25 000 tonnes métriques. Les séances de dépouillement et d'adjudication y afférentes se tiendront le mardi 1er décembre 2020 à la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures à Yaoundé. Il faut noter que ces importations viendront combler le gap du marché national du gaz domestique car le Cameroun lui-même en est producteur. En effet, grâce à la production du gaz naturel liquéfié, la Société nationale des hydrocarbures a pu livrer 20 545 tonnes de gaz de pétrole liquéfié pour l'approvisionnement du marché national en 2019, soit l'équivalent de 1 643 604 bouteilles de gaz domestique de 12,5 kg, ce qui représente une croissance de 943 000 bouteilles, puisqu'en 2018, la SNH a livré près de 700 000 bouteilles de gaz de 12,5 kg, un format de bouteilles les plus utilisés par les ménages au Cameroun. Et dans cette page internationale, une attaque la plus meurtrière de l'année qui a fait une centaine de morts. Les précisions de France 24. Une cérémonie funéraire suivie par des centaines de Nigérians pour les 43 agriculteurs tués alors qu'ils travaillaient dans une rizière. L'attaque a eu lieu à moins de 10 km de Maïdougouri, dans le nord-est du pays, une région régulièrement frappée par des attaques djihadistes. Le mois dernier, dans cette même zone, 22 ouvriers agricoles avaient déjà été assassinés. a bana dai mun samu saukin matsala to banan kawai suka zo suka hau mu da wannan wallahi ban taɓa ganin irin wannan jarabta ba yanzu ga mutum 43 an yi jana'izan su kun gani da idonku a yanzu haka ana gaya mana cewa akwai sauran wanda ba dauko ba a jeji saboda haka wannan abun wallahi ya tayar da hankalinmu. Selon la milice locale, une dizaine d'agriculteurs sont aussi portés disparus, probablement kidnappés. Boko Haram est désigné comme responsable de l'attaque. Ce samedi marquait les premières élections locales organisées. Depuis le début de l'insurrection djihadiste en 2009, les habitants votaient pour les conseillers régionaux des 27 circonscriptions de l'État du Borno. Le scrutin avait été repoussé à plusieurs reprises depuis 2008 à cause de la multiplication des attaques menées par Boko Haram et sa faction rivale, le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest. We shall ensure recruitment of more civilians yet more hunters so that our people will take the fight to all the nook and crannies of this area. Cette dernière décennie, le conflit dans la région a entraîné le déplacement d'environ 2 millions de personnes. Plus de 36 000 habitants ont perdu la vie.
Et du côté de l'Argentine, cette fois-ci, après le décès de la star du football mondial Diego Maradona, c'est son médecin qui est inculpé pour homicide involontaire. France 24. Bombe ici en Argentine, l'annonce a été faite, vous l'avez dit, par l'agence de presse nationale Telam. Leopoldo Luque, le médecin de Diego Armando Maradona, a donc été inculpé ce dimanche pour homicide involontaire. Pour rappel, c'est lui qui était chargé des soins de l'idole de tout un pays après sa sortie d'hôpital. Diego Armando Maradona qui avait été opéré en tout début de mois pour soigner un hématome au cerveau. Une opération qui s'est déroulée sans encombre. Diego Armando Maradona avait alors débuté sa convalescence chez lui. Pas de souci à ce niveau-là. Le domicile et la clinique de Leopoldo Luque ont donc été perquisitionnés aujourd'hui. C'est ce que nous apprend La Nación, l'un des plus grands quotidiens ici en Argentine. Cette inculpation pour homicide involontaire, eh bien, elle a été précipitée par le témoignage des 3 filles de Diego Armando Maradona, Dalma, Giannina et Gianna Maradona. Elles ont fait part de leurs doutes à la justice du traitement administré par Leopoldo Luque à leur père. Elles ont voulu savoir quels médicaments ont été administrés précisément à leur père qui est donc décédé mercredi dernier, plongeant tout un pays dans un deuil national de 3 jours, un deuil national qui s'est terminé aujourd'hui, Sandrine. Oui, alors ce deuil national de 3 jours, il s'est terminé, mais alors est-ce que les hommages, on l'imagine, continuent ? Et comment imaginer ne pas célébrer Diego Armando Maradona dans un stade de football? C'est exactement ce qui est prévu tout ce week-end dans toute l'Argentine et notamment ici dans la capitale Buenos Aires. Nous allons nous rendre tout à l'heure dans le stade mythique de la Bombonera, le stade de Boca Juniors, où le club dans lequel a joué Diego Armando Maradona et dans lequel il était considéré comme le premier supporter, le club va lui rendre un vibrant hommage aujourd'hui lors d'une coupe d'Argentine, une coupe de la Ligue qui a été rebaptisée pour l'occasion Coupe Diego Armando Maradona. Vous le savez, l'Argentine est un pays très frappé par la pandémie de coronavirus. Pas de supporters dans les stades, mais on s'attend à une ambiance extraordinaire, une ambiance électrique à l'extérieur de ce stade mythique qu'est la Bombonera. Merci beaucoup Florent Rodeau qui continuait donc à suivre ses hommages à Diego Maradona depuis Buenos Aires pour France 24. Merci à vous. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'actualité se poursuit ce lundi à 7h55 dans le cadre de la matinale sur ETM Télévision. À 13h, le journal de la mi-journée. 17h30, le journal en langue anglaise. Et à 19h45, le grand format de l'édition de l'information sur ce jour. Souhaitez passer une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Au revoir à tous. Du monde inspiré par vous. Destination Prestige.